Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour, bonne journée, nous sommes ensemble pendant une heure. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, c'est une heure de direct, vous le savez maintenant, et on retrouvera notre invité politique à 8h. Aujourd'hui, c'est Didier Guillaume, le président du groupe socialiste au Sénat, qui sera débriefé par nos éditorialistes. Dans un instant, le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis, vous retrouverez le Zappélisé, le premier zapping politique de la journée. Mais tout de suite, c'est le JT des territoires dans un instant. On commence avec les résultats du bac 2017. C'était hier à 10h et pour les nouveaux bacheliers, c'était le soulagement. 78,6% des candidats reçus du premier coup. C'est un peu moins que l'année dernière tout de même. Pour les 27 928 candidats de l'Académie de Montpellier, devant les listes du lycée Joffre, plusieurs dizaines de lycéens cherchaient leur nom. Admis ou pas, larmes de joie ou de tristesse, les réactions des lycéens dès 10h du matin, hier donc avec Anaïs Tourès pour TV Sud. Quelques larmes de joie et des embrassades en découvrant les résultats du bac ce mercredi matin. Au lycée Joffre de Montpellier, certains repartent avec leur bac S en poche. Les vacances peuvent enfin commencer. J'ai eu mention bien, donc je suis vachement contente de moi. Et puis mon année, tout mon travail, c'est du mérite, c'est mérité. Ça s'est très bien passé, je l'ai eu mention bien, du coup je suis contente. Et voilà, on va fêter ça ce soir. J'ai pas de mention, mais je l'ai. C'est le principal parce que je suis acceptée l'année prochaine là où je veux, donc c'est le principal. L'épreuve redoutée est déjà vite oubliée. Un nouveau chapitre commence alors pour les nouveaux bacheliers. Le début du côté adulte, on n'est plus des enfants quoi. C'est fini, tout ce qui était collège, lycée, on se prépare à ça toute notre enfance et là c'est fait quoi. On devient plus autonome, on commence à travailler sur nos projets. Et voilà, donc c'est un passage, c'est une étape. Depuis qu'on est petit, c'est le truc à avoir et c'est l'objectif. Et du coup, maintenant qu'on l'a, on passe dans une autre... Ça change, quoi. Les objectifs, c'est plus les mêmes et c'est plus important, quoi. D'autres devront encore faire leurs preuves au rattrapage. Un peu déçu parce que quand on voit tous les copains, les amis qui ont eu leur bac, mais en même temps, je me dis, tant pis, c'est bien fait pour moi parce que j'aurais dû plus travailler et pas faire la fête avant le bac. Encore un peu de patience pour ceux qui passent les rattrapages. Les épreuves orales commencent à partir de demain et se poursuivent jusqu'à vendredi. Et maintenant, dans les coulisses du Tour de France, direction Vittel dans les Vosges, qui se souviendra longtemps de cette 104e édition du Tour de France qui a souri aux Français Arnaud Démare, victorieux au terme d'un sprint mouvementé. Le Vosgien Nasser Bouhanni se classe quant à lui 4e. Et de l'autre côté des barrières, des volontaires se sont activés pour permettre le bon déroulement de la compétition. Immersion dans les coulisses de cet événement hors norme avec Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions. Cela ne vous a évidemment pas échappé, le Tour de France faisait escale à Vittel pour l'arrivée de la 4e étape et le départ de la 5e. Une 4e étape que s'est adjugée le Français Arnaud Démare au sprint ce mardi. Une première sur la grande boucle pour le coureur de la FDJ qui a déjoué les pronostics des spectateurs vosgiens pour qui l'issue de la course ne faisait aucun doute. Bouhanni, forcément, le Vosgien, c'est Nasser Bouhanni, l'enfant du pays. Allez Bouhanni! Une victoire sur les terres de son grand rival, victoire qu'Arnaud Démare a souhaité prendre avec philosophie. Sur la terre de Nasser, c'est toujours particulier ou ça n'avait aucune importance? Bon, il a déjà gagné sur le Tour de Picardie, donc voilà, non, ça n'a aucune importance. Un échec relatif pour Bouhanni, tout de même 4e, échec qui n'a pas joué pour autant sur le climat ambiant. On vient de Bretagne et en Bretagne, quand on arrive à midi, déjà il n'y a plus de place. Donc nous on est arrivé à 8h30 ce matin, on a fait pied de grue et on est là pour l'ambiance, surtout un peu comme dans un match de foot quoi. On verra pas beaucoup mais on vient surtout pour l'ambiance. Vittel, ville-étape, l'occasion de vous faire découvrir les coulisses du 3e événement sportif le plus visionné au monde. Pendant 3 semaines, c'est une ville de 4500 habitants qui se déplace chaque jour sur les routes de France. Derrière l'épreuve sportive se cache donc une logistique insoupçonnée. Une logistique devant par exemple fournir aux quelques 200 médias présents sur place les images de la course mais aussi le réseau 4G. Imaginez, vous habitez dans un village de 520 habitants, les habitants déménagent la nuit et le matin, à 8h du matin, il faut tout recabler, comme si de rien n'était. Et on a 2 heures pour recabler, puisque après on va avoir des tests avec les motos qui sont en course, les hélicos, l'avion, le village départ. Donc c'est vraiment une prouesse. Une prouesse qui en appelle d'autres. Devant les attentes toujours plus fortes des téléspectateurs, les techniciens du Tour verront à coup sûr leur activité se modifier. Comment l'évolution on peut l'envisager? Les 70 km de cap que vous avez vus
déployés dans la course sur cette ligne d'arrivée, et ben peut-être que d'ici 5 ans, 10 ans, il n'y en aura plus. On sera sur de la 3D au niveau des GSM, des mobiles, sur de la 4K, 5K, 6K. Puis peut-être que chaque spectateur pourra avoir et choisir son angle de vue, voire filmer son coureur préféré et le suivre dans sa fatigue, dans ses prouesses, dans sa victoire. À l'écart des 120 véhicules de la zone technique, la salle de presse installée pour l'occasion au CPO, toute une journée durant, plusieurs centaines de journalistes y étaient réunis pour envoyer leurs reportages. Une zone de presse où l'on pouvait rencontrer d'anciennes gloires du cyclisme français, à l'image de Bernard Thévenet qui vient d'ailleurs de publier ses mémoires de course. C'est un peu un message d'espoir pour les jeunes, pour dire mais même si vous êtes sur un terrain défavorable, il faut vous battre, il faut y aller et on peut réussir quelque chose, même si au départ on a beaucoup de difficultés à mettre son projet en place. Son projet, elle, a su le mener de main de maître. Marion Rousse, l'ancienne cycliste professionnelle, commente aujourd'hui la grande boucle pour France Télévisions. Comme l'ont aussi fait Steve Chenel ou bien Richard Virenque, c'est une reconversion courante pour ces ex-pros qui restent ainsi au plus près du peloton. J'étais pas prédestinée du tout à faire de la télévision, ça s'est passé un peu par hasard. C'était un milieu que je connaissais bien et auquel j'appartenais, donc je me sentais vraiment bien dans ce rôle de consultante. Et puis j'ai appris, j'en ai fait de plus en plus et ça devenait de plus en plus dur de concilier et mon boulot de consultante et ma carrière de sportive de haut niveau. Donc il a fallu faire un choix, arriver à un moment et voilà, pour l'instant vraiment je regrette pas. Pas de regret non plus pour tous les spectateurs venus assister au passage des coureurs et de la caravane dans le département. Un spectacle qui s'est terminé en beauté ce mercredi après-midi avec la première difficulté de cette 104e édition, l'ascension de la planche des belles filles. Une page emploi maintenant dans ce journal des territoires avec la formation, un chantier important. La région Normandie veut former encore plus d'apprentis. On assiste avec Clément Soyer pour la chaîne normande à la seconde assemblée des centres de formation d'apprentis normands qui s'est tenue ce lundi à l'Abbaye aux Dames à Caen. Ce lundi 3 juillet, la seconde assemblée des CFA normands s'est tenue à l'Abbaye aux Dames à Caen. Créée en novembre 2016 suite au Grenelle de l'apprentissage, elle a accueilli les responsables des 66 centres de formation d'apprentis de la région. L'occasion pour David Marguerite de rappeler les objectifs fixés en matière d'apprentissage et de faire le point sur l'avancement du plan normand de relance de l'apprentissage. On a 22 000 apprentis, 22 500 à peu près dans la région. Notre capacité d'accueil est de 32 000. Donc on a un objectif d'augmenter de 10 000 le nombre d'apprentis dans la région parce que cette formation est une voie d'excellence et qu'elle amène vers de l'emploi, une insertion professionnelle qui est une insertion professionnelle tout à fait établie. Maintenant on sait qu'on a 5 ans pour atteindre notre objectif, qu'il y a des mesures qui rentrent en place progressivement, qui se mettent en place progressivement. C'est le cas de la prime aux employeurs qui sera doublée cette année. C'est le cas au mois de septembre de la prime aux apprentis qui va être doublée. C'est 500 € pour un apprenti qui seront crédités sur la carte Atout Normandie. C'est également une aide de 100 € à l'équipement. Et puis c'est surtout une possibilité qui n'existait pas via le partenariat que la région Normandie vient de signer avec Action Logement, qui est un partenariat unique en France. La région Normandie est pionnière. C'est de leur permettre à tous nos apprentis, à nos 22 500 apprentis, de bénéficier d'un service qui est un service important qui va les mettre en relation avec des propriétaires. On sait qu'un grand nombre d'apprentis sont confrontés à la problématique du double voire du triple hébergement. Action Logement, ce sont des aides financières pour les apprentis en mobilité. C'est également une garantie sur les cautions qui seront mises en place. Et puis c'est la possibilité de trouver des logements dans la sphère privée grâce à une mise en relation régionalisée et en même temps territorialisée. Les entreprises vont voir leur prime doubler s'ils recrutent un apprenti de plus de 18 ans. Pourquoi avoir mis le curseur à plus de 18 ans pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés? Parce que nous savons, parce que le Grenelle de l'apprentissage nous l'a révélé, c'est que c'est à 18 ans que l'apprenti commence à coûter plus cher pour l'entreprise et qu'il commence à se retrouver en difficulté de recrutement, que c'est plus compliqué pour l'entreprise. Pour permettre aux entreprises de revenir vers l'apprentissage au-dessus de 18 ans, nous avons donc choisi de doubler la prime, ce qui représente une prime qui va passer de 1 000 à 2 000 €. Nous avons voulu être également simple dans les critères, moins de 250 salariés pour éviter les effets de seuil. La région investit 136 millions d'euros par an dans le plan normand d'apprentissage et se prépare d'ores et déjà à accueillir les Olympiades des métiers qui se tiendront à Caen du 29 novembre au 1er décembre 2018. Le parc des expositions Canet se transformera alors en véritable ruche où plus de 600 jeunes venus de toute la France concourront dans plus de 60 métiers.
Je crois qu'on a vraiment une occasion, là, j'allais dire presque historique, de changer encore plus l'image de l'apprentissage. C'est vraiment sur les finales des Olympiades des métiers. Parce que vraiment, moi, je le dis, quand on voit ces jeunes qui sacrifient beaucoup de leur temps, de leur vie pour leur métier, parce que c'est une passion, leur métier, que de cette passion, ils en ont fait une excellence, et qui sont finalement les meilleurs ambassadeurs de l'apprentissage possible, et on se dit qu'on a là, finalement, mieux qu'un discours, un long discours, on a en quelques secondes un jeune qui témoigne et qui, parce qu'il a des étoiles dans les yeux quand il parle de son métier, est le meilleur ambassadeur possible de son métier. Et donc vraiment ces Olympiades qui vont accueillir plus de 75 000 personnes à Caen l'année prochaine sont vraiment l'occasion de communiquer là aussi massivement et de faire valoir ces ambassadeurs finalement de l'apprentissage que sont les jeunes. Triste constat, un enfant sur 3 ne partirait pas en vacances. Comme chaque année, le Secours populaire organise son opération Vacances en famille, solidarité. C'est Leïla Kessi pour Télé Lyon Métropole qui nous le raconte. Comme chaque année, à la même période, le Secours populaire lance sa campagne Vacances. L'objectif principal, permettre aux familles les plus démunies de partir lors de la période estivale et ainsi rompre avec leur quotidien. Le projet de Vacances en famille, à un moment donné, permet à la famille de se retrouver, d'avoir un temps pour soi, d'être dans un lieu où on est comme tout le monde et de repartir après, chacun avec un nouvel objectif. Un enfant sur 3 ne partirait pas en vacances selon l'association qui, pour répondre au mieux aux attentes des familles, propose le plus souvent un accompagnement personnalisé. Donc on fait le budget comparatif avec Saint-Raphaël et puis on va faire l'autre avec BSV. On cherche comme n'importe quel particulier, c'est-à-dire par internet, les campings, les agences. On travaille beaucoup avec les agences de location parce que c'est plus souple souvent. Une aide précieuse. Pour cette année, Saïda hésite encore entre mer et montagne. Si je prenais une location toute seule, c'était inaccessible à notre budget parce que c'est très serré et quand on a des enfants, il faut quand même les emmener découvrir des choses. Outre les dons, l'association s'appuie également sur un réseau de partenaires. C'est le cas de Djuringa, une jeune société oulinoise spécialisée dans les colonies de vacances. On offre 20 places pour cet été, mais le Secours populaire en prenne un peu plus, parce qu'on leur offre des tarifs préférentiels sur éventuellement des places supplémentaires. Et donc, ils font partir à peu près 30 enfants avec nous chaque été. Au total, le Secours populaire devrait permettre cet été à 150 enfants et une centaine de familles de partir en vacances. Pour finir ce journal, l'immersion est à la mode. Les élèves de l'École nationale des scaphandriers de Saint-Mandrier-sur-Mer se voient proposer un défi original à la fin de leur formation. Un escape game, un jeu d'aventure subaquatique. Les apprentis ont 4 heures pour résoudre une énigme. Noélia Ceballos pour VAR Azur TV. Un bateau, un virus mortel et aucune échappatoire. Ces 5 apprentis scaphandriers sont pris au piège. Négus est reconnaissable à son odeur très macabre. Le temps d'incubation du virus est de 4 heures. Passé ce délai, Négus attaque aux organes et provoque la mort instantanée. Sympathique. Ils ont 4 heures pour sauver leur vie. L'antidote se cache quelque part au fond de l'eau. Voici un escape game bien particulier, un jeu d'évasion qui se déroule normalement dans une pièce fermée. Mais ce scénario 100% subaquatique a été spécialement conçu pour l'École nationale des scaphandriers. C'est l'histoire revisitée du trésor de Remel. Alors, ce fameux trésor qui serait le trésor du Négus et qui n'a toujours pas été retrouvé, ou peut-être qu'il a été, finalement, on en fait une version revisitée, c'est-à-dire que ce n'est absolument pas ce qu'on croit. Le trésor du Négus, c'est un virus qui a été mis au point dans les laboratoires allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et les joueurs vont l'apprendre au fur et à mesure du jeu, ils sont contaminés. Et ils ont donc un temps limite qui est à 4 heures et non pas 1 heure comme un escape game classique pour trouver les antidotes sous l'eau. Qui fouille la zone s'il ne trouve pas la réponse. Les gars, il faut fouiller la zone. Dans cette course contre la montre, l'équipe doit rester soudée pour trouver chacune des solutions. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour récupérer l'indice ? Ok, bien reçu. Un mélange de stratégie et de technique qui permet à ces élèves de pratiquer les différents gestes de leur métier. Soudure, découpage, perforation, tous ces procédés sont nécessaires pour dénicher l'antidote qui les sauvera. C'est un truc marrant, je veux dire, si tu prends comme dans les études sup ou dans toutes les écoles, en fait, t'as toujours un petit jeu à la fin avec tous tes collègues et c'est vrai que là c'est bien, du coup on revoit tout ce qu'on a fait, la soudure, la découpe, le levage, donc ouais non, franchement c'est intéressant. Au large de Saint-Mandrier, ce lieu d'entraînement s'est transformé en terrain de jeu.
Un moment ludique, mais qui permet avant tout d'examiner les futurs scaphandriers. C'est un outil pédagogique qu'on utilise en fin de formation et qui nous permet de faire une synthèse de tous les acquis de nos élèves. Donc ils vont faire du découpage, de la soudure, ils vont casser du béton, ils vont déplacer des corps sous l'eau, etc. Et ça nous permet de les mettre en situation réelle, hors contexte d'évaluation. Ils sont évalués quotidiennement depuis 3 mois et en fin de formation, sous la forme d'un jeu, ça permet de solidariser les équipes et ça permet de faire un point sur les acquis. Le trésor du Négus est l'un des premiers escape games à se jouer sous l'eau dans le monde. Il aura fallu 3h43 aux scaphandriers pour sauver leur vie. En septembre, ce sera à la promotion suivante de battre le record. Fin de ce journal télévisé préparé par Soumaya Benaïssa. Dans un instant, le club des éditorialistes. Mais tout de suite, la une de vos journaux en région ce matin. Et c'est l'hommage national à Simone Veil qui est à la une de la presse quotidienne régionale ce matin. On démarre avec le télégramme. La France lui dit merci en accord avec sa famille et en signe de l'immense remerciement du peuple français. Simone Veil reposera avec son époux. Antoine au Panthéon a annoncé hier le président Macron à l'issue de l'hommage national qui lui a été rendu en présence de très nombreuses personnalités. Ils reposeront au Panthéon et c'est justement cette photo à la une de Ouest France avec son mari Antoine Veil, décédé en 2013, qui fait la une de Ouest France. Pour Simone Veil, au Panthéon, c'est la dépêche du Midi également. Un hommage plein d'émotions lui a été rendu hier par le président. Et toujours pareil, la dépêche du Midi rappelle qu'elle reposera donc au Panthéon. Le Midi Libre, le journal dirigé par Philippe Pallat, obsèque Simone Veil, l'immortelle combattante, reposera au Panthéon. Et à noter l'édito de Yann Marek. Une grande dame s'est éteinte, une autre grande dame, la France se réveille. Face à la dépouille de celle qui aura combattu l'ignominie du genre humain, c'est toute une nation qui lui dit merci. Merci d'être resté debout tant et tant d'années, d'avoir milité pour la condition de la femme et d'avoir gardé cet équilibre entre la justesse d'une cause et l'avancée de la société. L'éditorial de Yann Marek à noter dans le Midi Libre aujourd'hui. Pour Nice Matin, eh bien, les époux Veil vont entrer au Panthéon, mais aussi, et c'est le sujet, vous le savez, important pour les écoliers hier, les lycéens, c'est le bac en poche, des cris de soulagement, des larmes de joie, on l'a vu dans le journal des territoires tout à l'heure, c'était à Montpellier, mais là c'est au lycée du Parc Impérial à Nice, où hier ils ont appris à la suite de la lecture de la liste s'ils étaient admis ou pas au bac, et c'est à la une de Nice Matin. Pour l'Ardennais, c'est les heureux élus aussi, en cahier central, 12 pages spéciales consacrées aux résultats de ce bac 2017. Puis le petit bleu d'Agen, bac 2017, Léa, 19,71 de moyenne au bac S. Elle est élève en terminale S au lycée de Baudre. Et Léa Mayol a réussi les épreuves de l'édition 2017 avec une moyenne de 19,71 sur 20. Voilà. La jeune Agenaise entrera en prépa à la rentrée au lycée Fermat à Toulouse. Elle est évidemment à la une du Petit Bleu d'Agen. L'écho de Haute-Vienne, c'est l'autre actualité sociale. Les GMS bloquent un site PSA. Ils veulent des réponses. Les salariés de l'entreprise ont bloqué la fonderie de Dompierre-sur-Berbe dans l'Allier, site stratégique de PSA. Ils attendent toujours des réponses à leur demande. Prolongation de la poursuite d'activité, augmentation du nombre de salariés repris. C'est à la une de l'écho de Haute-Vienne. Pour l'Union de Reims, c'est la réforme qui divise les élus. Ils ont demandé l'avis, nos amis de l'Union de Reims, des députés et sénateurs sur la baisse du nombre de parlementaires, des pour, des contre. Et ceux qui demandent à voir, on posera la question tout à l'heure à Didier Guillaume, le président du groupe socialiste au Sénat, qui est l'invité politique de cette matinale d'info. Enfin, l'Est éclair, eh bien, ils arrivent. C'est les conseils de l'Est éclair pour profiter du tour. La caravane sera dans l'aube des 13h42. Christopher Froome s'est emparé du maillot jaune et c'est bien sûr ce peloton qui est à la une de l'Est éclair. Voilà, j'accueille le club des éditorialistes ce matin sur ce plateau. Mathieu Verrier de La Voix du Nord. Bonjour Mathieu. Bonjour Cyril. Olivier Allemand de Campagne TV, notre partenaire qui diffuse cette matinale d'info plusieurs fois dans la journée. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Ribaud, bonjour Samuel, bonjour. De l'agence centrale de presse. Hier, c'était les premières questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Députés et ministres prennent leur marque. Les membres du gouvernement ont répondu avec plus ou moins d'aisance dans cette séance. Nombreux, les députés comme les ministres étaient visiblement intimidés par cette rentrée. On le serait à moins. Édouard Philippe s'est engagé à travailler avec toutes les oppositions, c'est ce qu'il a dit. On revient sur cette ambiance dans l'hémicycle. Samuel Ribaud,
Au fond, ça s'est bien passé cette première séance, tout le monde le dit. Dans l'entrée des classes qui s'est bien passée. Il faut dire qu'avec le nombre de protagonistes qui prenaient leur marque, ça pouvait difficilement déraper. Un Premier ministre qui a son baptême du feu après son discours de politique générale. Un grand nombre de députés qui ne sont pas familiers des us et coutumes de l'hémicycle. Et puis, il faut quand même le reconnaître aussi, un certain nombre d'aboyeurs qui sont partis. Des professionnels de la déstabilisation qui ont déserté les travées. Alors, nul doute que d'autres leur succéderont. Mais oui, c'est une première qui s'est passée manifestement avec pas mal de calme, ce qui est plutôt pas mal pour un début de mandature quand même. Il reste quelques aboyeurs. Nous, chez les nordistes, on a Daniel Fasquelle qui a été réélu, qui est un professionnel de la déstabilisation. Aboyeur en chef. Alors il paraît que les huissiers ont eu du mal, enfin c'est un peu normal en même temps, à reconnaître les nouveaux visages. Oui, ben forcément, il y a plus de 400 nouveaux visages, donc là, c'est vrai que ça a été un baptême aussi pour eux, mais c'est vrai qu'une ambiance assez frileuse hier à l'Assemblée nationale, et c'est vrai que peu de prises de parole qui étaient percutantes ou efficientes. En tout cas, on tâtonne à la fois sur la méthode, à la fois sur les sujets de fond, parce que mine de rien, on n'a pas encore le détail des projets de loi, donc c'est vrai qu'on est quand même sur... Avec un nouveau président de l'Assemblée nationale, donc François de Rugy, qui a été très ferme, très strict. 2 minutes. 2 minutes, il a vraiment 2 minutes de questions, 2 minutes de réponse. Ah oui, il a vraiment coupé la parole à l'issue des 2 minutes pour tout le monde. Là aussi, il voulait s'imposer tout de suite. Ah ben clairement, on a vu François de Rugy qui a été un peu même hyper radical dans sa gestion de l'Assemblée hier. Il ne l'avait pas été mardi après le discours du Premier ministre. Il avait laissé quelques orateurs dépasser leur temps. Mais là, sur cet exercice, ça peut vite s'enflammer, donc il vaut mieux qu'il marque les limites très vite. Alors il y a eu un moment d'humour, il y en a toujours, mais là c'était un lapsus d'Édouard Philippe, qui a dit à un moment donné, vous craignez que je sois le président. Et puis il s'est arrêté avant de s'interrompre sous les rires généraux. Et il a dit pardon, Premier ministre. Ouais. Il s'y voit déjà, Édouard Philippe. Oui, ou alors même lui se laisse dominer par l'hyper-présidentialisation et puis voilà, est un petit peu dépassé par l'image d'Emmanuel Macron. Non, mais plus sérieusement, voilà, il est quand même sous pression. Édouard Philippe, là, il est rentré dans le dur, il est rentré dans le vrai. Il fait des lapsus, il accroche des mots. Il accroche, voilà, c'est un Premier ministre débutant, c'est quelqu'un qui n'a jamais exercé de fonction de cette ampleur et on sait que c'est un bourreau de travail, on sait qu'il travaille à maîtriser tous ses dossiers. Après l'expression orale comme ça dans une assemblée, ça s'apprend, tout comme François de Rugy. Effectivement, il faut qu'il marque son territoire. Il serait peut-être bien inspiré de regarder ce qu'a fait Jean-Louis Debré, qui avait acquis une stature incontestable, mais en rondeur. Tout en rondeur, ce qu'on n'attendait pas forcément de lui quand il est monté au perchoir. Donc, alors, le Premier ministre, il n'est pas très aidé par ses, anciens amis des Républicains. Pas les constructifs, les autres, les historiques, le canal historique. Il les a un peu poignardés quand même. Et puis celui qui est monté au front, c'est Christian Jacob. Et Christian Jacob, il ne fait pas dans la dentelle. Je pense que personnellement, ça a dû être un peu dur à recevoir le discours de Christian Jacob. Oui, on l'accuse de trahison, quoi. On l'accuse de trahison, d'avoir brisé des carrières politiques, etc. Maintenant, c'est le jeu. Je pense que quand il a accepté le poste... vous vous regardez dans la glace Bon, en c'est Christian Jacob. Il est tout rancier, ça n'est pas nouveau. Et puis je pense qu'il fallait, dès le début de la mandature, mettre une bonne claque à Édouard Philippe au nom de la trahison, effectivement, vis-à-vis de sa famille d'origine. Alors hier, Édouard Philippe a confirmé qu'une loi budgétaire détaillerait les grands jalons budgétaires du quinquennat, défiscalisation des heures supplémentaires. Il va rentrer dans le dur là maintenant très vite, Mathieu Verrier. Vous connaissez bien l'Assemblée nationale. On est déjà rentré dans le dur. Après la séance de questions, il y avait la loi travail qui rentrait en commission. Et là, on commence déjà à discuter article par article, amendement par amendement. Donc on est déjà rentré dans le dur. On voit déjà à peu près quelle posture peuvent avoir les différents groupes. D'ailleurs, c'est assez intéressant. J'ai regardé un peu la commission sur la loi travail, sur la loi sur les ordonnances. Pas une seule intervention des députés En Marche pendant 5 heures de débat. Ils sont pas encore prêts ? Si, je pense qu'ils sont prêts, mais ils font entièrement confiance en leur ministre, qui elle était là, Muriel Pénicaud. J'ai même noté très précisément le nombre d'amendements qu'ils ont déposés. Il y en a un.
Un amendement d'un député Aurélien Taché, d'un député En Marche. Voilà, c'est surtout la France Insoumise qui a animé le débat. Alors, dans La Voix du Nord, vous écrivez ce matin que Brigitte Bourguignon et sa commission ne chôment pas. La députée du Pas-de-Calais, de chez vous, siège presque sans interruption avec la commission des affaires sociales qu'elle préside. Son travail à elle, c'est la loi d'habilitation pour les ordonnances, les fameuses, réformant le Code du travail avant l'ouverture des débats dans l'hémicycle lundi. Oui, tout à fait. Alors le calendrier est très serré. Voilà, ils ont eu le texte en début de semaine. Ils doivent l'examiner, auditionner les acteurs, la ministre, les représentants syndicaux. Donc effectivement, ça ne chôme pas, ça va très vite. Ils siègent pendant une bonne partie de la nuit. Voilà, avec effectivement une nordiste qui a failli être présidente de l'Assemblée nationale. C'est elle qui était concurrente de François de Rugy. Et c'est aussi un nordiste qui est rapporteur. Ce sont des nordistes aussi qui animent les débats pour France Insoumise et les constructifs. Les nordistes sont partout. Sans aucun représentant de Martine Aubry. Non, il n'y avait aucun représentant de Martine Aubry au deuxième tour des législatives, donc a fortiori aucun dans l'Assemblée. Samuel Ribaud, 2 députés de Nouvelle-Calédonie, forcément présents hier, tous 2 rattachés au groupe des constructifs, étiqueté UDI, Philippe Gomez et un deuxième Philippe Dunoyer. Oui, c'est le ticket gagnant. Ça a été très compliqué localement. Il y a eu la possibilité d'un député indépendantiste. Finalement, ça ne s'est pas fait. Alors, on peut regretter éventuellement que les 2 partis ne soient pas représentés pendant cette mandature à l'orée du référendum de 2018. Ils sont chargés de le préparer, au fond, eux. Oui, alors là, vraiment, leur mission, c'est de faire en sorte déjà de s'assurer que du côté du ministère de l'Outre-mer, de Matignon comme de l'Élysée, on est au courant du dossier, on est au courant des enjeux et on est prêt à travailler. Parce qu'aujourd'hui, le temps presse, il y a à peu près 18 mois avant la possibilité d'organiser le référendum. Et le décret qui doit... ça arrive très vite. Voilà, qui doit définir la date et la question qui sera posée lors du référendum, la question précise, lui, doit être publié 6 mois avant l'élection. Donc voilà, on se retrouve avec en gros 6 mois pour travailler. Donc ces 2 députés, indépendamment de leur travail, puisqu'ils sont élus pour l'un à la commission des lois, pour l'autre à la commission des affaires étrangères, vont bien sûr s'assurer que le référendum peut être organisé dans les meilleures conditions possibles. Ça va être un sujet majeur. Vous savez que c'est... La Nouvelle-Calédonie, c'est un petit peu ma marotte. Bien sûr. Mais ça va être un sujet majeur et national l'année prochaine. Philippe Gomez et Philippe Dunoyer, ils venaient d'où, ces 2 députés? Alors, Philippe Gomez, c'est un vieux routier de la politique calédonienne. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, règne un petit peu sur le camp loyaliste. Et Philippe Dunoyer, c'est quelqu'un qu'il est allé chercher, qu'il a formé, qui l'accompagne depuis de nombreuses années, qui est un bon technicien. Qui s'entendent bien en plus. Ah oui, ils s'entendent bien et c'est un duo qui va fonctionner contrairement à la situation précédente où ça n'était pas véritablement le cas. Merci. Olivier Allemand, dans Campagne TV, c'est les états généraux de l'agriculture qui vous préoccupent, c'est normal. Oui, et qui préoccupe le monde agricole. C'est vrai que c'était initialement prévu aux alentours du 10 ou 11 juillet. A priori, ça va être reporté au 20 juillet. Mais c'est vrai que les états généraux de l'agriculture et de l'alimentation, qui était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, là aussi, c'était pour donner un cap, un revenu décent aux agriculteurs, évidemment, et une alimentation saine et de qualité, tout en respectant l'environnement. Et on voit bien, là aussi, où va se situer l'inquiétude chez les agriculteurs. Au niveau déjà d'équipe, parce qu'il va y avoir une lutte entre, évidemment, le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Alors, il s'avère que, évidemment, le pilote, c'est bien le ministère de l'Agriculture, sauf que, comme vous n'êtes pas sans savoir, qu'on est passé de Jacques Mézard à Stéphane Travert, et aujourd'hui, on n'a pas de cabinet prêt et défini pour préparer ces états généraux. Donc, évidemment, il y a... à contrario, le cabinet de Nicolas Hulot est prêt. Il a aussi essayé de copiloter, en tout cas, ces états généraux. Et donc, du coup, c'est une inquiétude, évidemment, pour les agriculteurs. Il est perçu comment, Nicolas Hulot, d'ailleurs, chez les agriculteurs? Alors, toujours pareil, l'agriculteur, il est d'accord pour pouvoir faire une agriculture raisonnée, à condition qu'on lui en donne les moyens. Et c'est pour ça que l'ambition de la promesse électorale, en tout cas d'Emmanuel Macron, qui était de faire un revenu décent pour les agriculteurs, a parlé évidemment à ce monde-là. Sauf qu'aujourd'hui, quand on a vu l'arbitrage, notamment sur les néonicotinoïdes, qui a été perdu par Stéphane Travert au profit justement de Nicolas Hulot, ça fait là aussi poindre un certain nombre d'inquiétudes importantes dans le monde agricole. Merci beaucoup Olivier Allemand, merci Mathieu Verrier. Je signale donc votre papier sur Brigitte Bourguignon dans La Voix du Nord aujourd'hui. Merci Samuel Ribaud. À tout de suite. On passe à la météo des territoires, le temps qu'il fait aujourd'hui en France et dans les départements et territoires français d'Amérique. On regarde ensemble. La météo vous est présentée par Terroleo Pro.
avec le concours de l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec Terre-Oléo Pro et l'Assemblée des départements de France. Voilà, l'invité politique de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Dans quelques instants, c'est Didier Guillaume, le président du groupe socialiste au Sénat, sénateur de la Drôme. On a beaucoup de questions à lui poser. Tout de suite, on regarde le Zappélisé, le premier zapping politique des matinales d'info ensemble. Vous avez dit hier coup d'État social et coup d'État démocratique. Mais je voudrais parler du coup d'État social. Oui. Ce sont deux choses bien différentes. Coup d'État démocratique, c'est pas tout à fait ce que je dis. Je parle de coup de force parce que coup de force, coup de force démocratique. Tout de même, oui. Il a dit effectivement, il y aura cet objectif de 3 points de PIB. Peut-être. Mais en même temps, il nous a dit qu'il aurait un plan de dépenses de 50 milliards. J'ai parlé de coup d'État social. Ça, oui, je le maintiens. Oui. Il faut bien que vous compreniez, le code du travail, c'est pas le code de la route. Cette fameuse disparition de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, eh bien, elle est reportée au calendrier grec. En réalité, on renvoie une constatation en fin de parcours. Il y a quelques mesures très concrètes qui parlent aux Français, le prix de cigarette, le prix du paquet de cigarettes à 10 €, la réforme du baccalauréat, les vaccins obligatoires. Voilà, un certain nombre de mesures. Il va y avoir là des réveils qui vont être douloureux. Entre une opposition spectacle qui refuse de respecter les institutions de la République et une opposition sectaire qui préfère alimenter les peurs des Français, nous, chez les Républicains, nous voulons incarner une opposition libre et responsable. Mais nous serons aussi une opposition vigilante. C'est la rentrée, donc à la rentrée, les élèves sont sages, ils ne chahutent pas dans la classe, ils attendent de voir ce qui se passe. Et je pense que plus on va avancer dans la législature, plus on sera sur des sujets durs, sur des sujets qui peuvent faire polémique, plus au fond l'ambiance des questions reviendra. Comment allez-vous mettre en place ce dispositif devoir fait que vous avez annoncé récemment? Sachez en tout cas que l'ensemble des parlementaires de La République En Marche seront à vos côtés pour soutenir votre action nécessaire. La plupart des questions du côté En Marche, qui représentent une écrasante majorité, étaient un peu plutôt du cirage de pompe que des questions. Vous avez indiqué, monsieur le député, que vous craignez que je sois le Premier ministre, pardon. Peut-être un lapsus révélateur. Ça ne plaira sans doute pas beaucoup à Jupiter qu'on veuille dès le début lui prendre sa place. Peut-être que ce lapsus révèle d'autres secrets que nous ne connaissons pas encore. C'était une séance sérieuse et je pense que le gouvernement, la majorité, les oppositions, le Parlement et les Français ont tout à gagner à ce que les séances soient effectivement sereines, sérieuses. Première image de l'élitreillage du président de la République hier à bord du sous-marin nucléaire Le Terrible. Il a été le 3e président embarqué à bord d'un sous-marin nucléaire. Il y a passé 4 heures en plongée, mais le premier à le faire en pleine mer depuis un hélicoptère. Et c'est la seule photo dont nous disposons. Et au moment où vous nous quittez, je vous prie, Madame, de recevoir l'immense remerciement du peuple français à l'un de ses enfants tant aimés. Sous le regard de ceux qui l'ont bien connu, le cercueil de Simone Veil entre dans la cour des Invalides. C'est pourquoi j'ai décidé, en accord avec sa famille, que Simone Veil reposerait avec son époux au Panthéon. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, l'invité politique ce matin de Territoire d'Info sur Public Sénat sur Sud Radio avec la presse quotidienne régionale, c'est Didier Guillaume. Bonjour. Vous êtes le président du groupe socialiste au Sénat et vous êtes sénateur de la Drôme. Pour vous interroger à mes côtés ce matin, bien Véronique Jacquier de Sud Radio et Miguel Zamès, spécialiste politique de Public Sénat. Bonjour à tous. Didier Guillaume, une question d'actualité. Les salariés de GMS bloquent toujours l'usine de PSA dans l'Allier. Bruno Le Maire leur demande de lever les barrages. Faut-il les évacuer de force? Non, je ne crois pas. Ils vivent un moment terrible économique
économique, social, de tension. Ce sont des militants, ils essayent de s'en sortir le plus possible. Il y a des salariés qui resteront sur le carreau. Je ne pense pas qu'on en soit encore ou déjà à l'évacuation. On en est surtout au dialogue. PSA fait un effort, peut-être devra-t-il en faire un autre. Moi, je ne pense pas qu'il faille les évacuer. Aidons-les, pour ceux qui ne pourront pas rester, si ça devait être le cas, à des reconversions. Je vais vous parler de la situation économique du pays, bien évidemment, mais il y a des annonces aujourd'hui qui vont être faites par Nicolas Hulot, le ministre de l'écologie. Notamment, il va alourdir la fiscalité écologique. Ça va passer par plusieurs mesures, notamment l'augmentation du prix de la tonne de carbone. C'est encore une nouvelle taxe qui va nous arriver ? Oui, il semblerait. Moi, je pense qu'il faut faire très attention de ne pas systématiquement, comme ça a pu être fait par le passé, associer l'écologie aux impôts et aux taxes. Parce que l'écologie, ce n'est pas cela. Et en même temps, il faut vraisemblablement, moi je ne sais pas ce qui va être annoncé, j'ai entendu ce que disait hier la ministre des Transports, une taxe carbone pour Hulot, une taxe poids lourd pour la ministre des Transports. À un moment, ça va faire beaucoup pour les... Le prix de l'essence au même prix que le diesel. Oui, mais ça avait été dit. Ça, je crois que tous les candidats à la présidentielle étaient d'accord que c'est pas très populaire. Pour dire Ah ben non, mais tout le monde était d'accord lors de la présidentielle, je pense, pour rééquilibrer le prix du diesel et de l'essence. Ça, c'est autre chose. Mais moi, ce que je ne veux pas, c'est que l'écologie soit synonyme d'impôts et de taxes. Oui, mais là, ce qui se profile, c'est qu'il va y avoir des fins de mois difficiles pour certains Français quand même, entre l'écotaxe, entre la fiscalité écologique, entre justement le rehaussement du diesel à la hauteur de l'essence. C'est un fait. Mais aujourd'hui, il y a déjà des fins de mois difficiles pour les Françaises et les Français. Il y a des femmes et des hommes qui souffrent, qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Des femmes et des hommes qui ont des difficultés économiques. Alors quand vous dites la fiscalité écologie ne doit pas rimer forcément avec fiscalité et nouvelles taxes et nouvel impôt, quelle est la solution pour présenter un plan écologique qui soit acceptable ? Interrogez un membre du gouvernement, c'est pas moi qui lance cela. Je pense qu'il y a des fins de mois difficiles et en même temps, ce pays doit avancer. Au moment où l'économie s'est redressée, alors c'est grâce à Emmanuel Macron et Édouard Philippe, mais aussi au quinquennat et aux lois que nous avons votées dans les années précédentes. Au moment où l'économie repart, il faut que les Françaises et les Français puissent avoir les fruits de ce redémarrage et de cette croissance. Et dans ce cadre-là, les mesures fiscales qui sont prises par ce gouvernement, qui avait été annoncé pendant la campagne des présidentielles, avec la baisse des charges salariales sur les salaires, avec la suppression de la taxe d'habitation, même si j'ai entendu hier le Premier ministre disant ça sera peut-être pas en 2018, mais peut-être reporté d'un an en 2019, avec l'augmentation de la CSG, qui, disons-le, c'est le seul impôt, si on dit que la CSG est un impôt, juste dans ce pays. Mais il ne sera pas neutre pour le budget. Mais je me suis exprimé hier là-dessus. Moi, je suis favorable à l'augmentation de la CSG en contrepartie de la baisse des charges. Parce que c'est une dynamique économique qui fait que les entreprises... Mais vous touchez les personnes âgées, les retraités. J'arrive. Les entreprises pourront investir et pourront se développer. Et à la fois, le salarié aura une augmentation de pouvoir d'achat. Mais, je l'ai dit hier à la tribune du Sénat, je suis favorable à l'augmentation de la CSG en contrepartie de la baisse des charges. Mais je suis opposé, notre groupe sera opposé à l'augmentation de la CSG cash pour les personnes âgées. Oui. Ce n'est pas une bonne mesure, donc il faudra que le gouvernement trouve autre chose. En tout cas, si c'était le cas, moi je ne voterai pas cette partie-là. Sur la taxe d'habitation, qu'est-ce que vous dites aux élus qui sont quand même très inquiets, qui ne partagent pas forcément votre sentiment ? Moi je suis au Sénat, mais je préfère contenter 36 millions de Français que 36 000 maires. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui doit être fait, c'est la baisse de la taxe d'habitation, la suppression de la taxe d'habitation. C'est l'impôt le plus injuste. Il vaut pas mieux. Je vis dans une commune pauvre. Je paye une grosse taxe d'habitation. Je vis dans une commune riche. À Paris, il n'y a pas de taxe d'habitation ou très peu. Une réforme en voyant les valeurs locatives. Donc, les valeurs locatives, madame, ça fait un demi-siècle qu'elles n'ont pas été revues et personne ne les reverra jamais. Voilà. Arrêtons de nous raconter des histoires. Donc, il faut baisser la taxe d'habitation pour le pouvoir d'achat des Français. Et en même temps, quand je dis pour les maires, il faut faire un dialogue avec l'Association des maires de France. Ça a été dit par le Premier ministre hier. Et le Premier ministre a dit, il faudra qu'il y ait un contrat. Il ne s'agit pas d'assécher les recettes des mairies. Mais moi, je ne veux pas que l'on oppose les Françaises et les Français et les élus. Sans ça, on part sur un truc démago qui ne fonctionnerait pas. Il y a 36 millions de Français qui verront leur taxe d'habitation supprimée et il y a 36 000 maires qui verront leur recette de la taxe d'habitation supprimée et qui devront être compensés
par une autre recette, une dotation faite par l'État. Et ça, c'est la discussion qui va être faite démarrer à la conférence des territoires. Didier Guillaume, le président du groupe socialiste au Sénat, sénateur de la Drôme, qui est notre invité politique ce matin. Didier Guillaume, le 17 juillet au Sénat, aura lieu la conférence territoriale. Est-ce que vous serez vigilant sur la question des dotations aux collectivités? François Hollande avait fait un effort. Emmanuel Macron n'a pas l'air de vouloir en faire, lui. Oui, je pense qu'il faudra regarder ça de près. C'est ce que nous disions. Ça fait une bonne transition avec le sujet d'avant sur la taxe d'habitation. Oui, il faut y veiller. Et en même temps, tous les maires, tous les élus savent très bien qu'il faut faire des économies. On ne peut pas dépenser comme on a pu le faire par le passé. Donc le Premier ministre, Édouard Philippe, l'a dit hier à la tribune du Sénat. Il va lancer une grande concertation avec les élus, avec l'AMF, avec l'ADF, l'Assemblée des départements de France. Et là, il faudra regarder ça. Donc les collectivités ne sont pas une variable d'ajustement pour essayer de faire des économies? Mais les collectivités font des économies, se serrent la ceinture depuis des années. Les collectivités dans notre pays sont très bien gérées. Elles ont fait beaucoup d'efforts. Avec et là, on va leur demander encore un effort. Tout ce qui leur est tombé sur le rable, comme on dit chez moi, avec les dépenses sociales, les départements vivent toujours, même s'ils souffrent. Les communes n'ont plus beaucoup de recettes, mais elles se maintiennent et ils savent qu'il faudra faire encore des efforts. Mais ça ne peut pas être toujours les mêmes. C'est pour ça qu'il faut quelque chose d'équitable. Mais des efforts, vous avez entendu aussi ce qu'a dit la Cour des comptes. Le budget qui a été voté, le dernier budget par François Hollande et le gouvernement, insincère. Est-ce que sur ce terme, déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme? Et qu'est-ce qu'il faudra faire dans les jours qui viennent? Est-ce que vous êtes prêt, par exemple, à demander à l'ancien ministre Christian Eckert de venir s'exprimer en commission à l'Assemblée, au Sénat, sur la véracité des chiffres? Je l'ai proposé hier au Sénat, à la tribune du Sénat, que Christian Eckert soit auditionné. Le rapport de la Chambre régionale des comptes, que j'ai lu en diagonale, j'ai surtout lu la synthèse, j'étais à la commission hier, et globalement un bon rapport. La Cour des comptes, c'est incontestable le travail qu'ils font. Par contre, moi j'ai un désaccord profond. Ce budget n'est pas insincère. En tout cas, on ne juge pas un budget insincère. C'est la Cour des comptes qui le dit. Oui, mais vous réfutez le mot insincère. Je réfute le mot insincère. Vous me posez la question. En juin, on ne peut pas dire si le budget est insincère. C'est à la fin de l'exercice qu'on le voit. Et enfin, tous ceux qui font un budget, les particuliers comme les collectivités locales, on sait très bien qu'il vaut mieux un peu surestimer les recettes et un peu sous-estimer les dépenses pour équilibrer ce budget. Nous verrons après. Christian Eckert a écrit une note argumentaire qu'il a publiée sur son blog qui est excellente. Et moi, j'ai demandé hier au président du Sénat et à la présidente de la commission des finances que la commission des finances auditionne Christian Eckert, l'ancien ministre, pour qu'il vienne s'expliquer. Je trouve que le mot insincère est beaucoup trop fort et n'est pas adéquat et n'est pas approprié à ce budget. Didier Guillaume, Édouard Philippe hier devant les sénateurs, il a dit maîtrise de la masse salariale des fonctionnaires en 2018 comme en 2017. Donc on comprend qu'il ne faut pas qu'ils coûtent plus cher, ces fonctionnaires. Non-remplacement notamment de ceux qui partent à la retraite. Ça vous paraît logique finalement? Là aussi on est dans une continuité? Mais oui, on fait ça depuis des années dans les collectivités locales et l'État l'a fait, ce qui était sorti. Oui, mais il y a déjà des syndicats en embuscade. Ah non, mais ils font leur travail, c'est bien normal, madame. Nicolas Sarkozy avait dit non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Donc ça a cristallisé. Ça veut dire quoi, 1 sur 2 des 2 fonctionnaires? On dit c'est moi qui ne serai pas remplacé. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument faire en sorte que les services publics continuent à vivre. Oui, mais alors comment les faire vivre? Faire des économies. Oui, mais attendez, Didier Guillaume, on parle de préoccupation des territoires, de première conférence territoriale. 120 000 fonctionnaires vont être supprimés pendant ce quinquennat, 70 000 dans la fonction publique territoriale. C'est ce que devrait annoncer aujourd'hui Gérald Darmanin. Alors, comment vous faites vivre les territoires si on supprime autant de fonctionnaires? Oui, sauf que Gérald Darmanin, il peut annoncer ce qu'il veut. C'est pas lui qui réduit les fonctionnaires dans les collectivités locales. Il y a la séparation des pouvoirs, ce sont les élus dans les collectivités locales. Donc ça, c'est autre chose. Qu'ils prennent des décisions pour la fonction publique d'État, et il peut le faire. Pour les collectivités locales, il peut le dire, mais c'est aux élus de le faire. Mais ça fait bien longtemps que dans les collectivités locales, on essaye de contenir la masse salariale, on essaye de la bloquer. Ça fait bien longtemps, on ne découvre pas l'eau chaude aujourd'hui. On sait qu'on est dans un pays en difficulté. Il y a des mesures qui ont été annoncées par Emmanuel Macron lors de la présidentielle, mais il va falloir qu'il mette son programme en marche. Didier Guillaume, vous avez appelé à voter Emmanuel Macron. Ça fait presque 2 mois aujourd'hui qu'il a été élu président. Bilan des courses, au bout de 2 mois, vous ne regrettez pas votre choix? Non, mais Emmanuel Macron, je pense, pour l'instant, peut toujours tergiverser, mais fait un parcours sans faute à l'échelle internationale, même si je pense que sur l'Europe, il faut avoir plus de
de force encore. Il faut avancer parce que les gens attendent. Si on ne veut pas que l'idéal européen soit jeté aux orties, il faut aller un peu plus loin. Mais sur la politique française, mais l'Assemblée nationale vient d'être mise en place la semaine dernière. Ça démarre cette semaine. Moi, j'attends pour voir. Mais moi, c'est quoi votre rôle, Louis? Oui, mais moi, je suis président du groupe socialiste et républicain du Sénat. J'ai réannoncé hier la position de notre groupe qui a été prise à une immense majorité. C'est-à-dire que le groupe socialiste au Sénat n'est pas dans l'opposition. Parce que nous voulons que la France réussisse. Non, nous voulons que la France réussisse. Nous voulons que ce gouvernement réussisse. Et donc, nous voulons soutenir ce gouvernement, lui donner sa chance. Mais nous sommes exigeants. Et j'ai annoncé cette triple exigence. L'exigence sociale. Et au lendemain des sénatoriales, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas ce qui va se passer au lendemain des sénatoriales. Par les temps qui courent, vous savez, faire des pronostics, c'est compliqué. Regardez le groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Il s'appelle plus Socialiste. Il s'appelle Nouvelle Gauche. Est-ce qu'on peut imaginer que le groupe socialiste au Sénat, au lendemain des sénatoriales, ne s'appelle plus socialiste non plus? Non, je ne crois pas. Je ne sais pas pourquoi le groupe à l'Assemblée a changé de nom, mais bon, en même temps, ça a été un traumatisme, hein, cette élection législative. Avoir un groupe à 30 ou 31 députés, 10 fois moins que dans la précédente mandature, c'est quand même un choc. Le Parti socialiste va très très mal. Aujourd'hui, il a besoin de clarifier sa ligne, il a besoin de clarifier sa stratégie, de clarifier ses alliances. On sait très bien qu'à l'intérieur du Parti socialiste, il y a des divergences, c'est comme cela. Comment vous avez pris le fait qu'Emmanuel Valls quitte le Parti socialiste? C'est son choix. Vous l'avez soutenu, vous étiez son directeur de campagne? Oui, j'ai été son directeur de campagne, c'est son choix personnel. Je pense qu'il a besoin aussi de se ressourcer. Il n'était apparemment pas le bienvenu au Parti socialiste, c'est dire à quel niveau nous en sommes. Un ancien ministre de l'Intérieur, ancien Premier ministre à qui on dit « Ah mais non, tu viens plus avec nous ». Bref, tout ça, peu importe. Maintenant, il faut avancer. C'est l'écume des choses. Moi, je m'occupe du fond. Guillaume, votre position sur la gestation pour autrui, puisque la Cour de cassation entrouvre la porte quand même à la gestation pour autrui. Alors moi, je ne suis pas favorable a priori. Je suis favorable à la PMA, mais pas à la gestation pour autrui, parce que je pensais qu'il ne fallait pas ouvrir ce débat qui allait encore diviser les Français. C'est pour ça que dans le précédent, oui, c'est pour ça que dans le précédent quinquennat, je pensais que c'était pas utile. À partir du moment où ce débat est ouvert, on va avoir le débat, et puis nous verrons bien. Et moi, je suis pas opposé a priori. Je pensais que c'était pas le moment de rediviser encore les choses, mais je constate la réalité sur le terrain de celles et de ceux qui utilisent. Didier Guillaume, il n'est pas possible d'avoir de sondage fiable, même de sondage tout court pour les élections sénatoriales de septembre. Pourquoi d'abord et qu'est-ce que vous en attendez au fond? Mais on ne peut pas avoir de sondage parce que les sondages se basent sur des cohortes de citoyens. Là, le corps électoral, il est connu, ce sont des élus, donc on ne peut pas sonder. À la limite, on peut leur demander, mais ils ne le diront pas. Mais moi, ce que je sens, c'est que dans 3 mois, c'est-à-dire dans le 24 septembre, les élections sénatoriales, je pense que les élus, ils sont comme les citoyens. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans le sens de la majorité nationale pour donner sa chance au pays, parce que les élus veulent ça, et en même temps, ils seront très vigilants. Vous savez, les annonces comme le non-remboursement de dotations, etc., peut les faire réfléchir. Mais franchement, moi qui ai plutôt pas ma langue dans ma poche, je vous dis, je ne sais pas répondre à cette question. Parce que je pense que personne ne peut répondre à cette question. J'en suis désolé, Cyril Viguier, mais... Mais je vous en prie, j'en ai une autre. Vous avez des nouvelles de François Hollande? Vous étiez un Hollandais de la première... J'ai des nouvelles de François Hollande. Ouais. Qu'est-ce devient? J'ai des nouvelles de François Hollande. J'ai eu l'occasion de le rencontrer dans ses bureaux. Nous avons bavardé. Il va faire une fondation? 1 heure. Oui, je crois qu'il fait une fondation. Il s'intéresse toujours à l'avenir du parti? Ah oui, il s'intéresse beaucoup à la vie politique. Mais quand on a été politique toute sa vie, lorsqu'on a été président de la République, le jour où ça s'arrête... On peut le revoir le jour du congrès. Le jour où ça s'arrête, ça, je ne sais pas si on le reverra. Mais il s'intéresse à la vie politique, ce qui est totalement normal. Il s'intéresse à la vie de son pays, il consulte, il se déplace. Oui, bien sûr. Vous l'avez trouvé en bonne forme? Oui, très bonne forme. Merci Didier Guillaume. Vous êtes Merci à vous. Socialiste au Sénat en réélection, sénateur de la Drôme. Merci d'avoir été invité politique de Territoire d'Info. Merci Mickaël Zamès. Merci Véronique Jacquier. On passe au débrief de vos propos, Didier Guillaume, dans un instant. Voilà.
Voilà, Didier Guillaume, le président du groupe socialiste au Sénat, qui était notre invité, quitte ce plateau. Font leurs entrées Samuel Ribaud, qui était présent dans la première partie de cette matinale d'info. Bonjour Samuel. Bonjour. Représentez l'agence centrale de presse sur ce plateau. Et Marie-Christine Bonamalé, vous êtes Outre-mer 360, vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. On passe maintenant au débrief de ce qu'a dit Didier Guillaume. J'étais frappé. Donc il est président du groupe socialiste au Sénat. Il a dit le groupe socialiste n'est pas dans l'opposition, Samuel Ribaud. Ouais, ça fait un moment qu'il a laissé entendre qu'il n'était pas opposé à Emmanuel Macron et qu'il serait... Donc, le président, pour expliquer aux téléspectateurs, du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Olivier Faure, est plutôt dans l'opposition. On l'a vu dans ses prises de position d'ailleurs récentes. Et le président du groupe socialiste au Sénat n'est pas dans l'opposition. Compliqué. Ah oui, mais ça reflète l'état du PS. Au PS, honnêtement, on ne sait plus où donner de la tête. On voit bien que le parti est en déliquescence absolue et c'est le moment en même temps de faire valoir sa sensibilité et sa conception du redressement de ce parti, si tant est qu'il soit redressable. Donc ça s'exprime, vous avez raison, au grand jour, mais regardez l'état du PS aujourd'hui, il ne sait absolument pas où il va et l'illustration est là. Au Sénat, il y a un discours et à l'Assemblée nationale, il y en a un autre. Comment peuvent-ils s'en sortir? Oui, et puis d'ailleurs, il l'a dit dans son... Pardonnez-moi, il l'a dit dans son discours hier, il a dit que ça sera confiance, mais exigence et surtout vigilance. Donc quelque part, Samuel a raison de dire qu'il va, enfin, il est un peu d'accord. D'abord, il a dit qu'il était macroniste entre guillemets, et donc il l'a appelé à voter pour Emmanuel Macron. Il avait été tout de même le directeur de campagne de Manuel Valls, donc c'était un écart compliqué qu'il a réussi. Oui, enfin compliqué en même temps. Valls a aussi voulu faire ce pas et a tout de suite dit qu'il allait appeler à voter Macron. Mais on connaît les relations personnelles qui existaient entre Manuel Valls et Emmanuel Macron, qui n'étaient pas les meilleures quand il était au gouvernement. Tout à fait. Mais là, les jeux politiques et les rapports de force s'imposent et donc il sera plus facile pour Didier Guillaume comme il l'a dit encore tout à l'heure, de voter la confiance, mais d'être exigeant et de surveiller les éléments. Il nous a dit clairement qu'il ne savait pas ce qui sortirait de ces élections sénatoriales, vous avez vu? Non. C'était flou pour lui. Par essence, c'est compliqué de savoir ce qui sort d'une élection sénatoriale, parce que les grands électeurs, c'est un corps qui est difficile à sonder. Et puis, il a observé ce qui s'était produit lors des récents scrutins. On peut supposer que les élus qui seront appelés à voter vont eux aussi avoir une réflexion. Je pense que ce sera un peu plus conservateur comme vote, tout de même. Un peu plus conservateur, parce que tous ces gens ont été élus sous des étiquettes et auront probablement à cœur de respecter une discipline. Mais oui, il vaut mieux être prudent sur le renouvellement, je le rappelle, de la moitié des sénateurs, hein, donc ce ne sera pas non plus une révolution. Et puis Didier Guillaume, il est président d'un groupe, on peut imaginer qu'il ait envie de continuer à le présider, et donc il ne faut pas insulter l'avenir. En même temps, il y a eu la constitution d'un groupe En Marche la semaine dernière au Sénat, avec 38 parlementaires, à noter la vice-présidence pour un ultramarin, le sénateur Patient, et 7 ultramarins également dans ce groupe En Marche, et d'autres sénateurs ont prévu de rejoindre ce groupe. À l'initiative de François Pape. Exactement. Voilà. On passe au sujet d'actualité. Alors sur les GMS qui bloquent un site de PSA, qui veulent des réponses, Didier Guillaume a dit qu'il n'était pas du tout favorable, lui, à les évacuer. Il veut que Bruno Le Maire continue sa médiation au fond. Oui, ces gens sont désespérés. Ça fait des mois qu'ils se battent. Les évacuer... Qu'est-ce que ça apporterait aujourd'hui? On a malheureusement l'impression que malgré les efforts du gouvernement, qui a fait pression sur les deux principaux clients que sont Renault et Peugeot, qui ont largement augmenté leurs commandes vis-à-vis de cette société, elle est tellement mal en point qu'à part un repreneur privé avec une assise financière solide, il n'y a pas d'issue. Probablement qu'il ne faut pas envenimer la situation, et puis on sait que les évacuations... On rentre dans le dur là pour le gouvernement, c'est ça ma question. On rentre dans le dur, mais encore une fois, les conflits sociaux dans les entreprises privées, c'est quand même compliqué à gérer pour un gouvernement. Surtout un gouvernement qui est libéral économiquement, qui croit à la libre entreprise et qui donc ne va pas intervenir dans la conduite des affaires privées. À cause de son positionnement, vous dites? Bien sûr. En même temps, les syndicats ont quand même été du côté de Macron dès le début du gouvernement et sont sortis d'une réunion même avec le Premier ministre en reprenant leurs propos, ravis de certaines mesures que le gouvernement allait prendre. Donc on sent que Édouard Philippe et Emmanuel Macron auront peut-être l'audace d'utiliser certaines ficelles. Donc je ne serais pas surprise qu'ils y arrivent.
Le budget n'est pas insincère, a dit Didier Guillaume sur ce plateau. Un budget, ça se juge à la fin de l'exercice. Il a demandé à ce que Christian Eckert, l'ancien secrétaire d'État au budget, à qui on reproche ses dérapages budgétaires, donc il a proposé qu'il soit auditionné par la Commission des finances au Sénat. Il peut s'en sortir, Christian Eckert, il peut justifier ça. Il va passer un sale quart d'heure, quand même. Parce que là, on parle d'un budget insincère. Voilà, le dépassement, il est quand même... 8 milliards. Très très important. Je note qu'avec beaucoup de malice, Didier Guillaume a parlé de la manière dont on pouvait constituer un budget, y compris à titre personnel, et qu'on avait tendance à anticiper des recettes un peu plus importantes et à minimiser ses dépenses. C'est habile, mais je pense qu'en la matière, ça ne tiendra pas. Après, il faut quand même être juste. Il est de coutume, lorsqu'on est à la fin d'un mandat, de prévoir un budget plutôt optimiste. Tous les présidents qui ont voulu se faire réélire l'ont fait. Manque de bol, François Hollande n'a pas pu se représenter. Et le budget a été voté. Donc voilà, c'est une situation qui effectivement méritait d'être soulignée par la Cour des comptes, mais François Hollande n'est pas le premier à faire ça, il faut quand même le rappeler. Marie-Christine Ponnamallé. Tout à fait. Je partage l'opinion de Samuel, c'est exactement cette situation. Ça va être juste un moment, un sale quart d'heure. Est-ce que François Hollande, au vu de ce qu'on entend, de ce qu'on lit, de ce qu'a été son quinquennat, peut se réhabiliter au fond? Je vous pose la question parce que Didier Guillaume fait partie, lui, des Hollandais canal historique quasiment. Comment François Hollande peut se remettre dans l'actualité d'une certaine manière? Alors, on parle d'une fondation, vous avez entendu tout à l'heure, et en même temps redevenir une référence. Mais peut-être finalement l'actualité va lui donner raison. Regardez les chiffres du chômage. Finalement, chaque fois qu'une actualité positive sort, que ce soit l'économie ou des mesures qui sont passées, nous sentons ces équipes sur les réseaux dire « Ah, effet de François Hollande ». Donc je pense quelque part, il y a quand même une équipe présente. D'ailleurs, Gaspard Ganzer est présent sur les réseaux et dans l'actualité. Dans les médias. Dans les médias. Il faut rappeler que Gaspard Ganzer, c'était le conseiller en communication du président de la République. Tout à fait. On le sent très, très réactif. Donc quelque part, j'ai l'impression qu'il ne va pas... il ne va pas être muet, ou du moins ses équipes ont rappelé son mandat ou ce qu'il a fait. Enfin, je ne sais pas si Samuel... Mais sur qui il peut s'appuyer? Alors là, la question est un petit peu difficile. Peut-être sur peut-être sur Stéphane Le Foll, des Hollandais de première... Comme Didier Guillaume. Oui, exactement. Ouais. Ça va quand même être compliqué. Oui. Effectivement, il y a certains indicateurs qui montrent que tout n'a pas été raté dans ce quinquennat. On l'imagine bien. Mais l'image de François Hollande, elle est quand même terriblement dégradée. Et je dirais que c'est pas tellement l'homme Hollande sur lequel je pense que les gens n'ont pas tant de doutes que ça. C'est quelqu'un qui n'a jamais été inquiété à titre personnel, qui n'a jamais été... Sa probité jamais mise en cause. Voilà, qui n'a jamais été soupçonné de s'enrichir. Voilà. Mais il a eu une gestion quand même assez chaotique, notamment dans sa communication. Et puis le contraste est tellement saisissant avec Emmanuel Macron, je pense que si François Hollande doit émerger à nouveau, ce ne sera pas tout de suite. Tout à fait. Merci Marie-Christine Ponnamallé. Outre-mer 360, une télévision et un site internet Outre-mer qu'on recommande. Vous êtes souvent présent sur ce plateau avec Luc Laventure. Merci Samuel Ribaud de l'agence locale de presse. Merci. On passe aux Appellisés, le premier zapping politique des matinales d'info qu'on regarde ensemble. Vous avez dit hier coup d'État social et coup d'État démocratique. Mais je voudrais parler du coup d'État social. Oui. Ce sont deux choses bien différentes. Coup d'État démocratique, c'est pas tout à fait ce que je dis. Je parle de coup de force parce que coup de faut force, pas exagérer. Coup de pas force un dictateur démocratique. tout de même, oui. Il a dit effectivement, il y aura cet objectif de 3 points de PIB. Peut-être. Mais en même temps, il nous a dit qu'il aurait un plan de dépenses de 50 milliards. J'ai parlé de coup d'État social. Ça, oui, je le maintiens. Oui. Il faut bien que vous compreniez, le code du travail, c'est pas le code de la route. Cette fameuse disparition de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, eh bien, elle est reportée au calendrier grec. En réalité, on renvoie une constatation en fin de parcours. Il y a quelques mesures très concrètes qui parlent aux Français, le prix de cigarette, le prix du paquet de cigarettes à 10 €, la réforme du baccalauréat, les vaccins obligatoires. Voilà, un certain nombre de mesures. Il va y avoir là des réveils qui vont être douloureux. Entre une opposition spectacle qui refuse de respecter les institutions de la République et une opposition sectaire qui préfère alimenter les peurs des Français, nous, chez les Républicains, nous voulons incarner une opposition libre et responsable. Mais nous serons aussi
une opposition vigilante. C'est la rentrée, donc à la rentrée les élèves sont sages, ils chahutent pas dans la classe, ils attendent de voir ce qui se passe. Et je pense que plus on va avancer dans la législature, plus on sera sur des sujets durs, sur des sujets qui peuvent faire polémique, plus au fond l'ambiance des questions reviendra. Comment allez-vous mettre en place ce dispositif devoir fait que vous avez annoncé récemment? Sachez en tout cas que l'ensemble des parlementaires de La République En Marche seront à vos côtés pour soutenir votre action nécessaire. La plupart des questions du côté En Marche, qui représentent une écrasante majorité, étaient un peu plutôt du cirage de pompe que des questions. Vous avez indiqué, monsieur le député, que vous craignez que je sois le Premier ministre, pardon. Peut-être un lapsus révélateur. Ça ne plaira sans doute pas beaucoup à Jupiter qu'on veuille dès le début lui prendre sa place. Peut-être que ce lapsus révèle d'autres secrets que nous ne connaissons pas encore. C'était une séance sérieuse. Et je pense que le gouvernement, la majorité, les oppositions, le Parlement et les Français ont tout à gagner à ce que les séances soient effectivement sereines, sérieuses. Première image de l'élitreillage du président de la République hier à bord du sous-marin nucléaire, le Terrible. Il a été le 3e président embarqué à bord d'un sous-marin nucléaire. Il y a passé 4 heures en plongée, mais le premier à le faire en pleine mer depuis un hélicoptère. Et c'est la seule photo dont nous disposons. Et au moment où vous nous quittez, je vous prie, Madame, de recevoir l'immense remerciement du peuple français à l'un de ses enfants tant aimés. Sous le regard de ceux qui l'ont bien connu, le cercueil de Simone Veil entre dans la cour des Invalides. C'est pourquoi j'ai décidé, en accord avec sa famille, que Simone Veil reposerait avec son époux au Panthéon. Fin de Territoire d'Info, on se retrouve demain pour une nouvelle matinale télé et radio. À demain, merci.